Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 11 novembre 2025 et notre ami le professeur Mohammad Marandi est avec nous. Bienvenue à nouveau, professeur. Bonjour Nima, merci beaucoup de m'avoir invité. Permettez-moi de commencer, professeur, par ce qui s'est passé aux États-Unis, que je pourrais qualifier d'historique. Vous savez, on voit Al-Jolani à Washington en train de parler avec le président des États-Unis. Et d'ordinaire, nous ne voyons pas ce genre d'image. Nous avons l'habitude de le voir agir en coulisses, mais cette fois, ils ont invité Al-Jolani et ils veulent que les États-Unis, professeur Marandi, Donald Trump, lors de son premier mandat, essayaient de se retirer de Syrie. Et lorsqu'il a été réélu cette fois, version 2.0, il en parlait encore et encore. Mais en ce moment, il semble qu'il retourne en Syrie, qu'il ne quitte pas la Syrie. Que se passe-t-il dans le dossier syrien et du côté des États-Unis? Oui, il semble que la présence américaine en Syrie soit sur le point d'augmenter. Non seulement ils vont occuper des zones qu'ils contrôlaient déjà, à l'est et au nord-est du pays, mais il semble aussi qu'ils vont établir une présence dans et autour de Damas. Et cela montre bien à ceux qui ont naïvement soutenu cette sale guerre contre la Syrie que se tenir côte à côte avec la CIA est une chose que seul un imbécile ferait. Les résultats ne seront bons pour personne ayant un minimum de dignité ou d'honneur. Beaucoup de gens ont été trompés et ont soutenu cette sale guerre parce qu'on leur a inculqué le sectarisme venu du Qatar, qui a produit beaucoup de contenu sectaire et haineux sur ses nombreuses chaînes de télévision par satellite, ses sites web et ses soi-disant centres islamiques ou culturels. Et malheureusement, Erdogan a fait de même, tout comme d'autres pays riches en pétrole et en gaz du Golfe Persique. Mais le Qatar est progressivement devenu le plus en vue. Beaucoup de gens, aveuglés par leur sectarisme, ont essentiellement coopéré avec les États-Unis, même lorsqu'il devenait de plus en plus évident que la CIA était derrière tout ce projet. Pourtant, ils ont choisi de fermer les yeux, de croire à la propagande et de détruire la Syrie. Et aujourd'hui, nous voyons bien qu'il ne s'agit pas d'une révolution bénie. En réalité, l'emprise des États-Unis et du régime israélien s'est renforcée. Erdogan, qui nourrissait d'immenses ambitions d'étendre son mini-empire ottoman, se trouve désormais dans une situation très difficile. Et nous voyons comment il se tourne vers des groupes au sein de la résistance pour voir s'ils peuvent lui donner un coup de main. Mais, Nima, une chose que je pense importante pour nous tous, c'est qu'il n'y a aucune différence entre le parrain et le tueur à gages. Il n'y a aucune différence entre le parrain et le tortionnaire qui travaille pour lui. Quand nous voyons des gens comme Jolani, qui fut l'un des membres fondateurs de l'État islamique et le chef d'Al-Qaïda en Syrie, quand nous le voyons à la Maison-Blanche, c'est écœurant, c'est honteux. Mais avant lui, Netanyahou y était, il y va régulièrement. Et des gens comme Netanyahou continueront d'y aller. Et les personnes à la Maison-Blanche qui invitent Netanyahou ou Jolani, elles ne sont pas différentes de Netanyahou ou de Jolani. Ce n'est donc pas comme si la Maison-Blanche était un lieu où des normes morales avaient jamais existé, du moins pas dans la mémoire vivante. Probablement pas avant non plus. Mais en tout cas, c'est un nouveau bas niveau, dans le sens où les États-Unis soutiennent si visiblement les pires terroristes, qu'ils soient des terroristes sionistes, des terroristes wahhabites salafistes, takfiri, ou des terroristes néo-nazis. Les États-Unis ont atteint un nouveau bas niveau en étant si ouverts et directs ces dernières années au sujet de leurs partenaires de crime. Tu es en sourdine, Nima. You're mute, Nima. Que veulent-ils de la Syrie? Certaines personnes affirment qu'ils se préparent à ce qu'Israël attaque le Liban avec l'aide des États-Unis pour frapper l'Iran. Je pense que la principale question, dans l'esprit de ceux qui s'inquiètent de ce qui se passe au Liban,
à Gaza et en Syrie est la suivante. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce une question de nouvelles guerres, de nouveaux conflits dans la région? Les États-Unis essaient de contrebalancer, vous savez, la présence russe en Syrie. Je veux connaître votre perception, l'idée de la présence de la Russie, des États-Unis, et vous savez d'Al-Jolani se rendant en Russie, parlant avec le président russe. Et juste après cela, nous voyons cette visite à Washington. Nous savons qu'Al-Jolani lui-même n'est pas si influent ni si puissant. Tout tourne autour de la Turquie, de sa politique étrangère et du rôle des services de renseignement turcs. Qu'en pensez-vous? Eh bien, lorsque nous avons parlé de la Syrie juste après la chute de Damas, nous avons évoqué le fait que c'était trop gros pour qu'Erdogan puisse le gérer. Et au bout du compte, dans tout conflit d'intérêts entre Erdogan et ses partenaires à Tel Aviv, il était clair que ses partenaires à Tel Aviv auraient le dessus, car les États-Unis soutiendront toujours le régime israélien et Netanyahou dans ce cas. Nous nous souvenons que lorsque Erdogan a arrêté un pasteur américain, un pasteur des États-Unis, en affirmant qu'il était impliqué dans le coup d'État, je ne sais pas s'il l'était ou non, et que la justice l'a condamné, Trump a menacé la Turquie et Erdogan s'est incliné et a remis le pasteur. Il n'est donc pas en position de force. Toute son économie est liée à l'Occident et aux États-Unis. La Turquie est très vulnérable à cause des politiques économiques d'Erdogan. Mais les contradictions de la Turquie sous Erdogan sont frappantes. D'un côté, les plages turques sont pleines de, je n'y suis jamais allé, mais pleines de femmes en bikini et en maillot de bain. De l'autre, ces terrains d'entraînement près de la Syrie et à l'intérieur de la Syrie sont remplis de membres de l'État islamique et d'Al-Qaïda, de terroristes takfiri venus d'Asie centrale, d'Asie de l'Est, d'Asie de l'Ouest et d'Asie du Sud. On voit donc ces contradictions, mais elles commencent à le hanter, car la situation économique en Turquie n'est pas très bonne, et la situation en Syrie devient un véritable fardeau. Il est clair que le régime israélien a l'avantage pour les raisons que j'ai mentionnées. Erdogan cherche donc maintenant de l'aide auprès de la résistance, auprès des Russes, et il a entamé des discussions avec des éléments de l'axe de la résistance. Oui, le régime israélien a bien l'avantage, mais le fait qu'Erdogan soit contraint d'opérer ce changement tout en continuant à transporter du pétrole vers Netanyahou et à faire du commerce et des affaires pendant tout le conflit, complique la situation pour le régime israélien. Erdogan sait que toute avancée supplémentaire de Netanyahou, des Israéliens, serait dangereuse pour lui et pour son pays. La situation est aujourd'hui plus complexe en Syrie et au Liban. Le régime israélien pourrait vouloir attaquer le Liban, mais il ne peut pas fermer les yeux sur la réalité en Syrie. Et d'un autre côté, contrairement à ce que l'Occident voudrait que toi, moi et ton public pensions, à savoir que le Hezbollah a été vaincu pendant la guerre, il est clair comme le jour que le Hezbollah n'a pas été vaincu. Le territoire du sud du Liban, actuellement occupé illégalement par le régime israélien, n'a pas été pris pendant la guerre. Cela s'est produit après le cessez-le-feu, lorsque le régime israélien a trahi ce cessez-le-feu, et que le gouvernement libanais n'a rien fait pour y remédier. Et les garants occidentaux, les soi-disant garants du cessez-le-feu, n'ont rien fait à ce sujet. C'est à ce moment-là que les Israéliens ont pris des territoires dans différentes parties du sud du Liban. Ils n'ont pas réalisé de percées significatives pendant la guerre elle-même. Et maintenant, le Hezbollah s'est réorganisé. Il a créé de nouvelles capacités pour faire face aux nouvelles méthodes de guerre. Il a fait l'expérience des capacités du régime israélien et il développe désormais des capacités offensives et défensives afin de mieux affronter un ennemi aussi vicieux, meurtrier et génocidaire.
Ainsi, attaquer le Liban ne se terminera pas par des victoires israéliennes, cela ne fait aucun doute. Et les Israéliens se trouvent dans une situation de plus en plus difficile en Syrie. Car souvenez-vous, la Turquie sous Erdogan voulait une grosse part du gâteau. Il voulait la Syrie. Il voulait la Syrie en fait. Mais le véritable vainqueur en Syrie n'est pas la Turquie, c'est Netanyahou. La Turquie considère donc désormais l'axe de la résistance d'un autre œil. Non pas parce qu'il a eu une révélation, mais parce qu'il se sent vulnérable face au régime israélien, soutenu par les États-Unis. Il estime donc qu'il doit entretenir de meilleures relations avec la résistance et l'axe de la résistance au Liban, mais aussi en Syrie, Nima. À l'intérieur de la Syrie, beaucoup de choses se passent. Les États-Unis et les Israéliens veulent une Syrie fragmentée. Ils veulent que Jolani contrôle certaines parties du pays. Mais dans le sud, le long de la côte, à l'est et au nord-est, ils veulent des dirigeants différents et des sphères d'influence séparées. Pourquoi? Parce que le régime israélien veut une Syrie morcelée. Il veut des voisins faibles. Cela a toujours été son objectif. Et Jolani est une personne faible. Nous l'avons vu assis devant Trump comme l'un de ces dirigeants européens obéissants. Ils l'ont fait entrer par la porte de derrière. Trump était assis derrière son bureau, tel un directeur d'école, et Jolani, les mains jointes, accompagné de son ministre des Affaires étrangères, un terroriste comme lui, était là, tout heureux d'être obéissant et ravi de voir Trump. Encore une fois, cela sert de rappel à ceux qui ont travaillé à aider la CIA, grâce à l'argent qatari sous la direction d'Erdogan et en utilisant le pétrole et le gaz de la région du Golfe Persique. Ils ont simplement renforcé la main de l'Empire. Ils ont affaibli celle du peuple palestinien à Gaza, consciemment ou non, volontairement ou involontairement. Ils ont causé de graves dommages au peuple palestinien, non seulement à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, car la Cisjordanie était soutenue par la Syrie. Et cela, bien sûr, a pris fin. Mais en tout cas, Erdogan a aujourd'hui besoin de soutien et de meilleures relations avec l'axe de la résistance, ce qui rend d'autant plus difficile pour le régime israélien de mener une guerre offensive au Liban. Et ce besoin découle de cette mentalité visant à balkaniser la Syrie. C'est pour cela, parce qu'il semble que la Turquie ne puisse pas, à elle seule, affronter la situation avec Israël et les États-Unis. C'est pourquoi elle a besoin d'une certaine forme de coopération avec l'axe de la résistance. Je ne sais pas comment elle intègre l'Iran et la Russie dans ses calculs. Cherche-t-elle réellement à contacter l'Iran pour voir s'il est possible d'éviter la balkanisation de la Syrie, ce qui est si important? Eh bien, Jolani lui-même cherche à entrer en contact avec l'Iran depuis plusieurs semaines maintenant, et à ma connaissance, les Iraniens n'ont donné aucune réponse claire. Le fait demeure que la situation en Syrie s'aggrave. Jolani est un dirigeant faible et le pays est profondément divisé. La colère envers la Turquie a considérablement augmenté, car les gens estiment qu'Erdogan a conduit le pays dans une situation où il ne peut plus se maintenir, ni bien sûr, se défendre. Ainsi, Erdogan cherche à renouer des relations avec certaines parties de l'axe de la résistance à sa manière. Mais Jolani, de son côté, essaie également d'établir un contact. Les discussions à Moscou visaient bien sûr à apaiser les tensions avec la Russie, mais cela ne résoudra pas le problème. En fin de compte, à Téhéran, on pense que lorsque Jolani aura accompli ce que les Israéliens veulent qu'il accomplisse, il sera écarté. Il sera traité. Souvenez-vous, Jolani est un outil de l'Empire, un atout de la CIA. Lorsque le régime israélien a attaqué le Yémen, ils ont assassiné le Premier ministre et des membres du cabinet. Ils ont assassiné Saïd Hassan Nasrallah
et des dirigeants de haut rang du Hezbollah. Ils ont tenté d'assassiner des responsables iraniens et ont tué un certain nombre de commandants très haut placés. Mais les Israéliens n'ont jamais essayé d'éliminer Jolani. Ils n'ont jamais essayé d'éliminer aucun de ses dirigeants, car il est dans leur camp. Il fait partie du projet de la CIA, et la CIA n'agit jamais contre les intérêts du régime israélien. Donc, oui, il essaie de rechercher une relation différente avec l'Iran, et Erdogan essaie de rechercher une relation différente avec l'axe de la résistance. Mais même s'il y avait des réponses positives, jusqu'où ça pourrait-il aller quand cette organisation est à ce point compromise, si faible et si vulnérable? Pensez-vous que la situation en Syrie puisse d'une manière ou d'une autre renforcer la position de l'Iran et de l'axe de la résistance? Parce que vous avez mentionné Daesh et Al-Qaïda. Ils n'ont jamais attaqué Israël. C'est le point le plus important. Vous savez, quiconque croit que Daesh et ses groupes sont de véritables djihadistes ou islamistes peut examiner leur histoire et apprendre beaucoup de leur comportement. Mais après tout, pensez-vous que les États-Unis puissent atteindre ce qu'ils veulent accomplir en Syrie? Ou bien cela va-t-il ressembler à ce qui se passe à Gaza? Israël est intervenu avec toutes les armes dont il dispose, et pourtant il n'a pas réussi à atteindre son objectif là-bas. Et la question est, pourquoi les États-Unis pensent-ils que cette fois-ci sera différente, qu'ils vont réussir quelque chose en Syrie? Nous savons que le peuple syrien n'est pas satisfait du régime actuel, ni de la présence générale des États-Unis. Rappelez-vous, avant la chute d'Assad, les États-Unis avaient pris le contrôle de l'infrastructure pétrolière et de tout le reste pour étouffer le gouvernement syrien. Est-ce que cela va changer? Il ne s'agit pas seulement d'Assad. On peut voir la résistance en Syrie en ce moment. Je ne sais pas s'il croit vraiment que cette fois sera différente. Qu'en pensez-vous, professeur? Les puissances actuellement influentes en Syrie, le régime israélien, les Américains, Erdogan, n'ont aucun intérêt à voir une Syrie forte et indépendante. Mais le problème, c'est qu'aucune d'entre elles n'a le pouvoir de contrôler la Syrie. Je veux dire, Erdogan peut installer ses bases dans différentes parties du pays et Netanyahou peut occuper des zones importantes du sud de la Syrie. Mais cela va coûter cher, au moins pour les mois et les années à venir. Tout cela sera coûteux pour les occupants. Donc je ne vois pas cela comme quelque chose de bénéfique. La Syrie est devenue, et c'est quelque chose dont nous avons parlé dès le premier jour, un fardeau. Et elle est effectivement devenue un fardeau. Personne n'a enquêté sur tous les mensonges concernant les prétendus investissements en Syrie venant du Qatar et d'autres. Tout s'est révélé être des mensonges. Comme nous le savions. Nous savions qu'ils mentaient. Maintenant, il est difficile de dire ce qui se passera à l'avenir. Il existe tellement de scénarios différents que c'est vraiment impossible de prédire le sort de la Syrie. Mais je pense personnellement que cela ne va pas bien se terminer, ni pour Erdogan, ni pour le régime israélien, et que la Syrie va continuer à les épuiser. Cela va les obliger à consommer leurs propres ressources. Je veux dire, la Turquie pourra peut-être exporter quelques produits turcs vers la Syrie, mais le pays est appauvri. Le marché va être très limité. Et d'un autre côté, les forces turques et leur soutien à leurs supplétifs en Syrie, les terroristes, surtout les étrangers qu'ils payent et contrôlent avec le Qatar et par le biais du Qatar. Tu sais, dans l'ensemble, cela va être un fardeau. Ce sera un fardeau sécuritaire. Ce sera un fardeau économique. Donc je ne pense pas que cela se terminera bien pour l'un ou l'autre camp. Souviens-toi, les Iraniens et les Russes dépensaient beaucoup d'argent pour maintenir la Syrie à flot. Les Iraniens ont fourni à la Syrie du pétrole et des médicaments gratuits. Et les Russes ont fourni du carburant.
C'était un fardeau pour ces pays. Mais le régime israélien et Erdogan ne sont pas disposés à faire ce genre de sacrifice, ni à fournir ce type de financement pour maintenir leur mandataire à flot en Syrie. Je ne pense donc pas que cela soit favorable à Israël à court terme. Je pense que cela va leur compliquer la tâche s'ils veulent s'engager dans une guerre avec le Hezbollah, car ils doivent en même temps protéger leurs actifs et leur position en Syrie. Je ne pense pas qu'Erdogan puisse faire beaucoup plus que ce qu'il fait déjà. La situation intérieure en Turquie n'est pas particulièrement bonne pour lui, et il se sent également menacé par le régime israélien. J'étais récemment à une conférence où un analyste turc très proche du gouvernement a déclaré que la Turquie était très inquiète d'un conflit avec le régime israélien en Syrie. La Turquie se sent évidemment faible et vulnérable face à ce régime. Elle a commis une erreur insensée en poursuivant ses ambitions ottomanes sans réfléchir aux implications de ses politiques. C'est donc une situation complexe, mais je ne pense pas qu'ils soient assez forts pour avaler la Syrie ou la prendre pour eux-mêmes. Ça va leur coûter cher. Au final, je ne sais pas. Espérons qu'à un moment donné, le peuple syrien pourra s'unir et créer une résistance pour expulser les forces d'occupation. Mais la route à venir semble très incertaine. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo avec Robert Ford, l'ancien diplomate américain, où il expliquait comment il avait participé à la préparation d'Al-Jolani pour le poste qu'il occupe aujourd'hui en Syrie. Il a dit qu'il avait été contacté par le MI6, le service de renseignement britannique. J'ai trouvé incroyable qu'il n'ait pas été contacté par la CIA, mais d'abord par le MI6. Quel est le rôle des Britanniques en Syrie dans le cadre de leur projet? Qui est Israël? Beaucoup de gens considèrent Israël comme un projet britannique au Moyen-Orient. Mais que veut réellement le gouvernement britannique de la Syrie? Eh bien, tu sais, Nima, je le connais. Je le connais plutôt bien. Nous nous sommes rencontrés de nombreuses fois, et j'ai même eu un petit déjeuner en tête-à-tête avec lui pendant plus de 3 heures, juste nous deux, lors de ses conférences de diplomatie parallèle à l'Institut du Moyen-Orient et à d'autres événements. La sale guerre en Syrie, c'était clair comme de l'eau de roche que c'était un complot pour détruire le pays, et le Qatar, ainsi qu'Erdogan, en faisait partie. Quand tu lui parlais, il était évident qu'il savait ce qu'il faisait à la Syrie. Parfois, il faisait semblant d'ignorer certaines choses, et je lui présentais les faits, ce qui le forçait à reculer. Le rôle des États-Unis et des Britanniques a été extrêmement sinistre, et il a fait partie de cette sale guerre dès le premier jour. Quand les choses ont commencé à mal tourner et que le gouvernement syrien a pu restaurer une grande partie de sa souveraineté, ils sont devenus très désespérés. Et ils ont commencé à parler plus ouvertement dans nos conversations. Je suppose parce qu'ils pensaient que tout était terminé. Mais à mesure qu'ils réussissaient à affamer la Syrie, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont littéralement mis le peuple syrien à genoux. Ils ont écrasé la Syrie. Ils l'ont détruite. Dans certaines régions du pays, les gens mouraient littéralement de faim lorsque le gouvernement est tombé. C'était à ce point-là, à cause des sanctions, de l'occupation, du vol commis par les Américains, comme vous l'avez souligné, le pillage du blé et du pétrole dans le nord-est de la Syrie. Cela avait fait des ravages. Et le gouvernement syrien, espérant pouvoir entretenir de meilleures relations avec l'Occident, s'est rapproché de l'Arabie saoudite et des Émirats. L'Arabie saoudite et les Émirats n'ont rien fait pour eux. Ce qui s'est produit à la place, c'est que leurs relations avec la résistance, et dans une moindre mesure avec les Russes, se sont encore affaiblies,
et la situation n'a cessé de se détériorer jusqu'à l'effondrement. Mais oui, Jolani était préparé depuis de nombreuses années à devenir le dirigeant. J'en ai parlé sur Twitter. Il existe un extrait datant du moment où Jolani s'est séparé d'Al-Qaïda, car Jolani venait de l'État islamique en Irak, puis ils l'ont envoyé en Syrie pour diriger le Front al-Nusra, la branche d'Al-Qaïda en Syrie. Et puis, lorsque l'État islamique en Irak est devenu l'État islamique d'Irak et du Cham, ou de Syrie, ou peu importe, ISIS ou Daesh, il a refusé de l'accepter. Cela a provoqué une scission entre l'État islamique d'Irak, désormais ISIS, et le Front al-Nusra. Al-Qaïda ou Al-Qaïda centrale a pris son parti dans ce combat, dans cette division, dans ce conflit. C'est ce qui a conduit ISIS à se séparer d'Al-Qaïda. Ainsi, Jolani a été soutenu en Syrie par Al-Qaïda. Il avait fait partie d'ISIS, il en était cofondateur, puis il a dirigé Al-Qaïda en Syrie, alors que ISIS faisait encore partie d'Al-Qaïda. Plus tard, lorsque ISIS s'est séparé, il est resté avec Al-Qaïda, puis des années plus tard, il s'en est lui aussi détaché. Mais comment? Les dirigeants d'Al-Qaïda étaient dans la pièce avec lui lorsqu'il s'est séparé. Ils l'ont laissé faire, avec leur consentement. Je veux dire, Al-Qaïda, le commandement central en Afghanistan et au Pakistan. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'il puisse se rebrander lui-même et rebrander son organisation afin qu'il puisse avoir une plus grande influence. C'était clair comme de l'eau de roche ce qui se passait. Al-Qaïda faisait cela en communication, en coordination avec les agences de renseignement occidentales. Et comme vous l'avez justement souligné, Al-Qaïda ne mène jamais d'attaque contre le régime israélien. Elle ne mène pas d'attaque contre la Turquie, mais on voit d'énormes attentats où ils assassinent des centaines de personnes en Turquie, en Russie ou en Iran. Souvenez-vous du massacre de Kerman lors de la commémoration du général Soleimani. Je pense que des dizaines de personnes, je me souviens plus du nombre exact, peut-être une centaine, ont été massacrées. Cela n'arrive pas dans les pays d'où ils viennent. Souvenez-vous, en 2014, j'en ai parlé dans une autre émission hier, Serena Shim, elle était journaliste pour Press TV, une journaliste américano-libanaise. Elle s'est rendue à la frontière entre la Turquie et la Syrie en 2014 et a déclaré que des camions du Programme alimentaire mondial étaient utilisés pour transporter des troupes et des munitions pour l'État islamique dans la région de Kobané, dans la zone d'Ain al-Arab à cette époque. Ensuite, les services de renseignement turcs ont affirmé qu'elle était une espionne. Elle est passée sur Press TV et a dit « Je viens d'apprendre qu'ils disent que je suis une espionne. Je ne suis pas une espionne, je suis juste une journaliste. » Et elle a été tuée quelques heures plus tard. Sa famille, Press TV et ses collègues croient tous que les services de renseignement turcs, sous la direction de l'actuel ministre des Affaires étrangères, l'ont assassinée. Ils le nient. Et je n'ai pas de preuves dans un sens ou dans l'autre, mais il semble bien qu'il l'ait assassinée. Ce qu'elle montrait, c'était la relation entre Daesh et les agences de renseignement occidentales, car l'agence de renseignement turque est une agence de renseignement occidentale. Elle n'est pas indépendante, elle fait partie de l'OTAN. Ainsi, lorsque Al-Qaïda a permis à Jolani ou a coopéré avec Jolani pour qu'il se rebrande, tout cela s'est fait en coordination avec les agences de renseignement occidentales. Et Al Jazeera y a contribué, en réalisant des interviews avec lui et en l'aidant à se présenter sous un autre jour. Ensuite, nous avons vu CNN s'impliquer. Et puis bien sûr, l'ambassadeur. Tout cela faisait donc partie d'un processus visant à préparer le terrain pour qu'Al-Qaïda accède au pouvoir. Et maintenant, nous voyons qu'il peut passer par la porte de derrière, assis comme un élève de maternelle obéissant devant le directeur. Mais malgré tout, il a fini par se frayer un chemin jusqu'à la Maison-Blanche. Il y a beaucoup de pression, professeur Marandi, sur le gouvernement libanais.
Vous savez, Israël exige qu'ils envoient leur armée combattre leur propre population dans le sud du pays, alors qu'Israël lui-même attaque le sud. Il semble que cette situation au Liban reste, vous savez, difficile à comprendre pour beaucoup d'entre nous vivant en dehors de la région. Le public occidental ne comprend pas vraiment ce qui se passe au Liban. Comment le gouvernement agit, s'il résiste à ce type de pression ou s'il l'accepte de la part des États-Unis et d'Israël. Que se passe-t-il exactement au Liban, compte tenu du Hezbollah, du gouvernement et des attaques israéliennes dans le sud qui tuent et assassinent des gens? Eh bien, c'est un bon point que vous soulevez. Le régime israélien assassine des citoyens libanais chaque jour. Il assassine des Palestiniens en Cisjordanie chaque jour. Et il assassine également des Palestiniens à Gaza. Il n'y a pas de cessez-le-feu. Et les journalistes occidentaux se taisent. Les diplomates occidentaux se taisent parce qu'ils sont des collaborateurs. Ils aident le régime israélien à commettre ces meurtres dans le silence. Ainsi, ils aident le régime israélien à poursuivre sa soif de sang. Mais la situation au Liban est un peu différente maintenant de ce qu'elle était il y a quelque temps. D'un côté, comme nous nous en souvenons tous, après que le régime israélien a attaqué Cana, et je n'ai aucun doute à ce sujet, aucun doute, les Américains étaient au courant de l'attaque à l'avance. Il est tout simplement impossible que ces avions et ces missiles traversent cet espace aérien sans que les Américains le sachent. Cela aurait été très dangereux, car la moindre erreur aurait pu entraîner la destruction d'avions américains ou israéliens, ce qui aurait créé un gros problème en Occident. Il devait donc y avoir une coordination. Mais en tout cas, après la frappe aérienne sur Cana, la situation a changé dans la région du Golfe Persique. Ils sont devenus beaucoup plus craintifs vis-à-vis du régime israélien. Ils ont vu qu'ils n'étaient pas réellement protégés par les États-Unis et que les États-Unis ne les choisiraient jamais à la place d'Israël, quels que soient les pots de vin ou l'argent qu'ils versaient au roi Trump. Cela a donc changé leur politique, car ils étaient déterminés, surtout les Saoudiens, à détruire la résistance au Liban. Ils exerçaient une forte pression aux côtés des Américains sur le gouvernement libanais pour qu'il s'engage dans une guerre civile afin de mettre fin à la résistance. Le régime Takfiri de Jolani faisait pression sur la résistance depuis la Syrie à l'est, tandis que les Américains et les Saoudiens faisaient pression sur le gouvernement à Beyrouth. Avec l'aide de chefs de milice comme Samir Jeagea, qui était un meurtrier de masse et qui, pendant la guerre civile libanaise, a participé au massacre de Sabra et Shatila, au cours duquel environ 3500 Palestiniens, dont des femmes et des enfants, ont été tués en un jour et demi avec le soutien israélien. Ils étaient à Beyrouth et ils exerçaient des pressions depuis là-bas. Et puis, dans le sud, bien sûr, il y avait le régime israélien. Mais ensuite, les Saoudiens ont commencé à avoir des doutes, car ils ont vu à quel point ils étaient vulnérables. Alors ils ont commencé à relâcher la pression. La pression était toujours là, et elle l'est encore, mais elle a diminué à cause de leurs inquiétudes quant à leur propre sort. D'un autre côté, comme nous en parlions plus tôt, Erdogan est aussi plus craintif qu'avant. Il voit qu'il est très vulnérable, qu'il n'a pas de main gagnante en Syrie. La Syrie est devenue un fardeau pour lui, et les Israéliens ont l'avantage parce qu'ils ont les États-Unis derrière eux. Ses ambitions en Syrie ne se déroulent pas comme prévu, donc il a besoin d'aide pour contrer Israël. Et cette aide ne viendra pas de Washington. Quant aux pays de la région du Golfe Persique, ce sont des proxys des États-Unis. Ils ne peuvent même pas protéger leur propre espace aérien. Et même lorsqu'ils sont frappés, que font-ils? Ils vont à Washington. Les dirigeants du Qatar, au lieu d'être en colère que les États-Unis ne les aient pas protégés, se rendent rapidement à Washington.
Et lorsque l'avion de Trump va au Qatar pour faire le plein, il monte à bord de son avion et s'assoit avec lui. Très pathétique. Mais en tout cas, cela montre à quel point ils sont faibles. Ils ne vont donc pas constituer un contrepoids pour aider la Turquie, pour aider Erdogan. Erdogan doit repenser sa relation avec l'axe de la résistance. Son arrogance ne lui permettra pas de faire ce qu'il faut. Mais malgré tout, cela change l'équation. Le bombardement du Qatar et le fait que Netanyahou ait l'avantage en Syrie ont modifié la manière dont certains pays de la région envisagent leur politique en Syrie et au Liban. Pensez-vous qu'aujourd'hui, le Hezbollah, au Liban, avec le temps qui passe, comme vous l'avez mentionné, à quel point les mouvements politiques au Liban sont-ils complexes? Et comment cette relation étrange entre le gouvernement et le Hezbollah se manifeste-t-elle? Comment cela influence-t-il la position du Hezbollah au Liban, professeur Marandi? Et sur le plan militaire, quelle est la force du Hezbollah aujourd'hui? Eh bien, le comportement du régime israélien a changé. Cela a entraîné un changement dans l'armée et chez le président là-bas. Ils se sont distanciés du Premier ministre, qui est véritablement un intermédiaire. Et souvenez-vous, il a été imposé au pays par les Américains après le cessez-le-feu. Mais le Hezbollah s'est réarmé, et nous avons vu que la résistance a remporté les élections locales. Nous avons également vu, et nous voyons encore, comment, lors des funérailles et de la commémoration de Sayed Hassan Nasrallah, et à d'autres occasions, ils peuvent faire descendre les gens dans la rue. Ainsi, la résistance aujourd'hui est très forte. Et nous voyons aussi comment l'opinion publique, selon les sondages, soutient la résistance. Parce que les gens savent, même, les partisans de la résistance, bien sûr, soutiennent le Hezbollah. Et ils viennent de tous les milieux et de toutes les confessions et religions du Liban. En général, il est clair comme le jour que sans la résistance, personne ne défendrait le Liban. L'armée est faible. Les États-Unis ne permettront pas qu'une véritable armée ou force militaire soit formée au Liban. Le Liban n'a pas de force aérienne, il n'a pas de chasseurs, il n'a pas de défense aérienne, il n'a pas de drones, il n'a pas de défense contre les drones. Pourquoi? Parce que les Américains ne le permettent pas. Ainsi, les Libanais reconnaissent que la seule chose qui protège le pays de l'occupation et de l'annexion israélienne, c'est la résistance. Et les Américains ne veulent pas de cette résistance, car ils veulent faire du Liban un champ ouvert pour le régime israélien. Et c'est là que cela devient problématique pour la Turquie, pour Erdogan. Il faut faire une grande distinction entre la Turquie et Erdogan. Le peuple turc soutient sincèrement le peuple palestinien. Ils sont très sincères. Ils sont descendus dans la rue, ils ont manifesté, certains sont même allés en prison en Turquie, beaucoup de gens, pour avoir soutenu les Palestiniens. Erdogan, c'est l'homme qui est allé en Égypte et a posé la main sur sa poitrine quand Trump lui a dit qu'il serait toujours là pour lui quand il en aurait besoin. Il faisait partie de ce spectacle grotesque qui a justifié le rôle de Trump dans le blanchiment, dans le génocide. Lui et les autres, tous étaient là pour obtenir quelque chose de Trump, pour obtenir une concession en sacrifiant le sang du peuple palestinien. Mais en tout cas, Erdogan voit maintenant que sa position en Syrie est faible. Ainsi, même s'il a collaboré avec l'Occident, il sait que le Hezbollah est nécessaire pour le protéger du régime israélien. Désormais, les pays arabes du Golfe Persique savent que si le régime israélien domine les zones autour de la Palestine occupée, ils deviennent plus vulnérables. Ils ont donc tous modifié leur position. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve. Il est possible que le régime israélien mène une guerre majeure contre le Liban. Mais, comme je l'ai dit, les choses ont changé et l'Iran ne permettra pas aux États-Unis d'aider le régime israélien à prendre le dessus sur le Hezbollah. Ce sera donc très difficile pour Netanyahou.
ce ne serait pas une décision intelligente de sa part d'engager une guerre avec le Liban. Mais encore une fois, c'est Netanyahou, il doit éviter la prison. Il pourrait donc lancer une guerre contre l'Iran. Il pourrait lancer une guerre contre le Liban. Il pourrait relancer le génocide à Gaza, selon ses propres besoins personnels. Mais l'un de ces actes serait-il dans l'intérêt du régime israélien? Certainement pas. C'est un régime qui a perdu son prestige aux yeux du monde. Un régime contre lequel, même aux États-Unis, la population s'est retournée. Nous avons vu ces derniers jours, du côté conservateur de la politique américaine, à quel point l'affrontement entre les forces pro-génocide et l'establishment politique américain et les forces anti-génocide s'est intensifié, comment ils se sont durement affrontés, et comment les forces anti-génocide bénéficient d'un soutien populaire. Le soutien à Israël s'évapore. Israël est comme de la glace dans le désert. Il fond. Alors, une autre guerre génocidaire à Gaza, une autre guerre au Liban, une autre attaque contre l'Iran. Comment cela va-t-il être perçu par l'opinion publique mondiale, par les Russes, les Chinois, l'opinion publique américaine et européenne, surtout avec les élections de mi-mandat qui approchent aux États-Unis, alors que les jeunes de gauche, parmi les libéraux et même parmi les conservateurs, se détournent du régime israélien et deviennent de plus en plus actifs. Nous avons vu ce qui s'est passé lors des récentes élections américaines. Il y a donc des changements majeurs en cours, et plus le régime israélien se montre agressif pendant cette période, plus cela lui est défavorable. Même les meurtres quotidiens que nous voyons à Gaza, au Liban et en Cisjordanie ne jouent pas en faveur du régime, car ils rappellent au monde entier que le massacre continue malgré le prétendu cessez-le-feu. Et nous en voyons les effets dans la politique américaine. Nous avons appris du chef du Conseil national de sécurité iranien, le Dr Ali Larijani, qu'il n'y a pas de nouvelle communication entre l'Iran et les États-Unis. Et selon un article du New York Times, une nouvelle guerre entre l'Iran et Israël est désormais considérée comme inévitable. Ils affirment que de dures sanctions contre l'Iran ont été rétablies et que les négociations nucléaires ont atteint une impasse. Dans cette situation, soutiennent-ils, il ne reste plus qu'à entrer en guerre avec l'Iran. Maintenant, en ce qui concerne les négociations, professeur Marandi, qui à mon avis est la partie la plus importante de ce dont ils discutent. Quelle est exactement l'impasse dans les négociations? Les États-Unis en sont-ils responsables? L'Iran est-il disposé à négocier? L'Iran est-il prêt à négocier avec les États-Unis? Ou pense-t-il que quelque chose de positif peut sortir des négociations, compte tenu de l'histoire récente de la guerre? Eh bien, plusieurs choses se passent. D'une part, l'Union européenne et l'Occident en général ont commis une erreur catastrophique en essayant de mettre en œuvre le mécanisme de déclenchement du JCPOA. Car avant qu'ils ne le fassent réellement, de nombreux Iraniens étaient inquiets. Nous en avons déjà parlé dans votre émission. Beaucoup d'Iraniens se demandaient ce qu'il adviendrait de l'économie. Est-ce que cela ferait s'effondrer l'économie? Et j'ai dit que cela aurait probablement un impact à court terme, principalement psychologique. Puis, une fois que ce serait fait, une fois qu'ils auraient utilisé le snapback, les choses reviendraient à la normale et ils n'auraient plus de levier. Eh bien, ils l'ont fait, et maintenant ils n'ont plus de levier. À la place, les Russes et les Chinois, en tant que membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, sont intervenus et ont déclaré « Nous n'acceptons pas cela ». Ainsi, les Russes et les Chinois affirment que les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU n'ont pas été rétablies. C'est terminé. En réalité, la situation s'est révélée pire que ce que les Européens et les Américains avaient prévu. Lorsqu'il existe une menace potentielle, la peur ou l'inquiétude qu'elle suscite
est parfois plus efficace que la capacité réelle dont on dispose. Ils ont perdu cet effet de levier parce qu'ils l'ont utilisé. D'un autre côté, le régime israélien a commis une grave erreur de calcul dans la guerre contre l'Iran. Non seulement parce qu'il a perdu la guerre, mais aussi parce qu'avant de la lancer, la question à Téhéran était « Et s'ils nous attaquent, que se passera-t-il » Eh bien, ils ont attaqué. Et voici ce qui s'est passé. C'est comme quelqu'un qui veut plonger dans une piscine froide. Il trempe un orteil, puis recule. Maintenant qu'ils se sont engagés, ils voient que dans cette guerre, ils peuvent en sortir vainqueurs. Et ils en sont effectivement sortis vainqueurs. L'Iran se prépare désormais pour la deuxième phase, tout comme le Hezbollah. L'effet de levier économique n'existe plus non plus. L'Iran fait face à une grave sécheresse, comme de nombreux autres pays de la région. Mais une chose dont on n'entend pas beaucoup parler, c'est que les exportations de pétrole iranien augmentent. En fait, elles sont au plus haut depuis de nombreuses années. Le régime de sanctions s'effondre donc. Les relations de l'Iran avec des pays comme la Chine, la Russie et d'autres évoluent. Les États-Unis ont perdu une grande partie de leur influence. L'Occident a perdu une grande partie de son influence. Je ne pense donc pas qu'il soit dans une position très favorable vis-à-vis de l'Iran. S'il lance une autre guerre, il est clair ce qui se passera. Les Iraniens se sont préparés à la guerre. Veulent-ils continuer avec les sanctions? Ils appliquent des sanctions de pression maximale, faisant tout ce qu'ils peuvent pour affaiblir l'Iran. Mais comme je l'ai dit, les exportations de pétrole iranien augmentent et les affaires iraniennes continuent. Il y a des difficultés en Iran, notamment avec la sécheresse, mais il n'y a pas d'effondrement et l'effet de levier a disparu. Donc, personnellement, je ne vois pas qu'Israël ait beaucoup d'options. Je vois la région continuer à être chaotique. Mais il ne fait aucun doute que le Hezbollah se renforce. Il ne fait aucun doute qu'en Syrie, ceux qui veulent la souveraineté nationale et l'unité sont dans le pays et se regroupent. Il ne fait aucun doute qu'Ansarullah et les forces armées yéménites se préparent pour la prochaine phase, et l'Iran aussi. De plus, Nima, nous devrons examiner les élections en Irak. Les élections en Irak sont très importantes, car d'un côté, il y a l'Iran, l'axe de la résistance et les partisans des Palestiniens. De l'autre côté, il y a la Turquie, les États-Unis, l'Arabie saoudite et les pays riches en pétrole et en gaz du Golfe Persique, qui veulent affaiblir les partisans de la résistance en Irak. Et ils feront tout ce qu'ils peuvent. C'est très triste, je dois le dire. C'est très triste pour moi. Et tu sais que je suis un grand critique d'Erdogan. Je le critique particulièrement à cause de tout ce que l'Iran a fait pour lui et de tous les espoirs que l'Iran plaçait en la Turquie. Erdogan, bien sûr. L'Iran l'a soutenu avant son arrivée au pouvoir et pendant le coup d'État, l'Iran l'a encore soutenu. Et pourtant, il n'a rien fait pour le peuple palestinien. Il a trahi la cause palestinienne et n'a rien gagné pour lui-même à long terme. Ses ambitions ne le mèneront nulle part. Il ne parviendra pas à créer ce mini-empire ottoman. Et ce qu'il fait en Irak, où les tentatives de lui et des pays du Golfe Persique sont encore une fois en contradiction avec leurs propres intérêts fondamentaux. C'est le problème que rencontrent ces régimes. D'un côté, comme nous en avons parlé plus tôt à propos de la Syrie, ils reconnaissent leur vulnérabilité face au régime israélien. Ils le reconnaissent en Syrie, et maintenant ils le constatent au Liban et ailleurs. Ils sont vulnérables. Pourtant, dans d'autres endroits, ils continuent de conspirer contre ceux qui soutiennent le peuple palestinien et l'axe de la résistance, notamment en Irak. Mais il faudra voir ce qui se passera dans les prochaines heures et comment se dérouleront les élections en Irak. Ce sera un élément important dans l'équation, tant pour le régime israélien que pour l'axe de la résistance dans les mois à venir, ainsi que pour le résultat des élections en Iran.
the outcome of the elections in Iraq. How does Iran see Comment la Russie, comment l'Iran perçoivent-ils l'amélioration, la reconstruction et le renforcement de la puissance militaire de l'Iran en termes de positionnement de l'Iran pour mieux négocier? Est-ce le cas actuellement? Parce que nous savons qu'en Iran, certaines personnes soutiennent qu'un meilleur moyen de communiquer avec l'Occident serait simplement de demander un dialogue sans renforcer la puissance militaire. Mais il semble qu'après l'attaque israélienne contre l'Iran, ce ton est complètement changé. En ce moment, ils parlent de l'objectif principal, à savoir la reconstruction de la puissance militaire et de défense de l'Iran, ainsi que du renforcement des relations avec la Russie et la Chine. Si l'on regarde les projets entre la Russie et l'Iran, le corridor nord-sud, l'initiative de la ceinture et de la route, ce sont des projets énormes et à long terme. Ils ne seront pas achevés l'année prochaine, ni même dans les 2 prochaines années. C'est une stratégie à long terme pour les Iraniens. Alors, quelle est la stratégie à long terme en ce moment, si vous deviez la décrire? Eh bien, l'Iran va continuer à renforcer ses relations avec les pays avec lesquels les États-Unis ont des différends. Et l'un de ces pays est la Russie. Beaucoup d'efforts sont déployés pour tenter de saper la relation entre l'Iran et la Russie. Si vous avez remarqué récemment, les Israéliens ont essayé de la fragiliser en affirmant que, selon les mémoires du chef du renseignement israélien, il serait allé demander la permission à Poutine de bombarder des positions iraniennes et de la résistance en Syrie. Le moment choisi montre clairement ce qu'ils essaient de faire. Ils cherchent à affaiblir cette relation. Maintenant, ce qui s'est exactement passé entre le régime israélien et les Russes à cette époque, cela, bien sûr, ce sont les Russes qui devraient l'expliquer. Mais nous savions toujours que les Russes n'allaient pas protéger la résistance en Syrie. Nous avons vu que les Israéliens les bombardaient dès qu'ils le pouvaient. Et bien sûr, le gouvernement syrien a essayé de défendre la Syrie autant que possible avec ses capacités de défense aérienne, que les Takfiris ont contribué à détruire. D'abord, ils sont allés assassiner tous les officiers qui géraient ces défenses, puis les Israéliens sont venus bombarder ces positions. Mais à cette époque, la relation entre l'Iran et la Russie était différente. La relation se rapprochait, mais les Russes ne voulaient pas avoir le fardeau de défendre l'espace aérien syrien. Maintenant, vous savez, on peut interpréter cela de différentes manières. Mais en tout cas, la relation entre l'Iran et la Russie aujourd'hui est différente. L'Iran a soutenu la Russie contre l'OTAN. La Russie est également très préoccupée par les ambitions des États-Unis et d'Israël en Asie occidentale. Ainsi, la relation évolue, et c'est pourquoi je trouve le moment de tout cela suspect. On voit aussi des gens en Iran essayer de saper la relation entre les deux pays, ou tenter de pousser certains politiciens à faire des déclarations contre elle. Mais je ne pense pas que cela aura un impact. Le lien entre l'Iran et la Russie se renforce, et c'est en grande partie grâce au comportement des États-Unis, que ce soit en Ukraine, en Palestine ou ailleurs. De la même manière que la relation entre l'Iran et la Chine se développe, on constate que les exportations de pétrole iranien vers la Chine ont augmenté. C'est là l'essentiel des exportations de pétrole de l'Iran, et la relation ne cesse de croître et de s'améliorer. Cela s'explique en partie par le comportement des États-Unis, tant à l'égard de l'Iran que de la Chine. L'Iran va donc chercher activement à développer et à renforcer ses relations avec ces pays et d'autres, dans l'espoir d'élargir la coopération. L'Iran poursuivra également le renforcement des BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai. Comme nous l'avons vu, le président iranien a été un participant actif à la récente réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai. Je pense donc que le fait que l'Iran exporte davantage de pétrole, entre autres, n'est qu'un des nombreux signes
que la capacité des États-Unis à isoler l'Iran s'affaiblit. Souviens-toi, il y a 20 ans, l'Iran faisait partie de l'axe du mal. Toute l'attention était portée sur l'Iran. Les relations avec la Chine et la Russie étaient alors très différentes et bien plus faibles. Aujourd'hui, les États-Unis se sont créés de nombreux antagonistes, ce qui allège la pression sur l'Iran car ils ne peuvent plus concentrer autant d'énergie sur la Palestine, l'Iran, l'axe de la résistance et le peuple de Gaza qu'ils le souhaiteraient. Et les gens aux États-Unis prennent conscience de cette réalité. C'est vraiment stupéfiant, Nima, pour moi. C'est vraiment stupéfiant de voir à quel point l'Iran bénéficie aujourd'hui d'un soutien mondial, ainsi que l'axe de la résistance, le Hezbollah et Ansar Allah, comparé à il y a seulement quelques années. L'état d'esprit a changé. Les yeux des gens se sont ouverts, et cela crée à lui seul un immense pouvoir d'influence pour le peuple palestinien et l'axe de la résistance, à un moment où l'Occident a perdu le sien. Les temps sont difficiles, et ils continueront de l'être. Nous faisons face à un régime meurtrier et génocidaire. Il y a la sécheresse, il y a de nombreuses épreuves, mais les États-Unis ne pourront pas vaincre l'axe de la résistance. Même si, dans la région, les régimes pétroliers et gaziers du Golfe Persique et les régimes de l'OTAN ont beaucoup fait pour nuire à la cause palestinienne. Cette cause ne disparaîtra pas. Le régime israélien, son image a été balayée, et espérons-le, tout ce système d'apartheid le sera aussi. Votre micro, vous avez été coupé. Your voice, you've been muted. You've mentioned Iran being mentioned as the axis of. Vous avez mentionné que l'Iran avait été qualifié de axe du mal sous l'administration Bush. Mais le ton est différent aujourd'hui, professeur. Même au sein du Parti républicain, certains se demandent quel est le sens de ce genre d'animosité envers l'Iran. Pourquoi avons-nous besoin que l'Iran soit notre ennemi? Qu'ont-ils fait contre nous? Qu'ont-ils fait aux États-Unis? Quelqu'un a-t-il été tué aux États-Unis par des Iraniens? On dit que non, cela ne s'est pas produit. Alors, autre chose, professeur Marandi, j'aimerais connaître votre point de vue sur ce qui s'est passé à New York dans l'affaire, vous savez, d'un immigrant. Et il était, Zohran Mamdani est un immigrant musulman, un socialiste. Et vous voyez les gens. En réalité, nous devons examiner pleinement ce qui se passe à New York. Il a été attaqué par les sionistes, ils ont investi beaucoup d'argent pour s'opposer à lui, et il a également été attaqué, d'une certaine manière, par l'establishment aux États-Unis. D'un autre côté, nous voyons quelque chose d'assez étrange. Soros soutient Zohran Mamdani. Comment comprendre cela? Quelle est votre interprétation de ce qui se passe avec Zohran Mamdani? Assistons-nous à l'émergence d'un nouvel Obama, quelque chose de ce genre, d'une certaine façon lié à un mouvement ou une idée socialiste musulmane à New York? Eh bien, je pense qu'il est important que les sionistes aient été vaincus à New York. Peu importe ce que fera le maire élu, c'était un tournant très important. Et il faut garder à l'esprit qu'une partie de cette défaite des sionistes est venue des mains de juifs. 32% des juifs ont voté pour lui, et je suppose un pourcentage bien plus élevé de juifs de moins de 30 ans a voté pour lui, d'après la tendance. Je ne connais pas le chiffre exact. Mais je sais qu'environ 75% des personnes de moins de 30 ans ont voté pour lui. Donc je devinerais que les jeunes juifs l'ont soutenu. C'est essentiel. Cela montre tout d'abord que le judaïsme n'est pas le sionisme. Cela montre que les sionistes, qu'ils soient chrétiens, juifs, musulmans ou quiconque complice, ont un pouvoir limité. Ils peuvent avoir des sommes d'argent infinies, mais leur pouvoir d'imposer leur volonté au peuple de New York est limité. New York n'est pas les États-Unis. C'est une ville très particulière,
tout comme le sont toutes les grandes villes ou capitales, comme Téhéran. L'Iran n'est pas Téhéran, mais Téhéran est Téhéran. New York n'est pas représentative, mais c'est la ville la plus importante des États-Unis. Donc je ne sais pas où il va emmener la ville, je ne le connais pas bien et je ne veux même pas faire de commentaires à son sujet parce que quoi que je dise, quelqu'un pourrait dire « Oh, regardez, les Iraniens ont une position là-dessus ». Alors j'essaie d'éviter cela, mais ce qui compte c'est la défaite. Oui. Partout où vous voyez quelqu'un comme Soros, vous savez ces oligarques de la soi-disant gauche, ils ne sont pas de gauche. Ce sont tous, vous savez les oligarques libéraux de la droite ou de la droite, ce sont tous des sionistes. Ce sont des mondialistes, professeur. Oui, ils représentent tous une menace pour les intérêts du peuple américain, et ce n'est évidemment pas bon signe. Mais je ne sais pas si cela va faire de lui un autre Obama. J'ai du mal à le croire qu'il serait un autre Obama. Encore une fois, ce n'est pas bon signe, mais ce n'est peut-être pas, je ne peux vraiment pas me prononcer sur lui, mais je ne pense pas, du moins d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, qu'il sera quoi que ce soit comme Obama. Ce qui est important, ce n'est pas tant qui est le maire, même si cela en dit long sur les habitants de New York, de voter pour quelqu'un qui est musulman et immigré. Cela montre que les gens aux États-Unis, les gens de New York, sont des personnes décentes. Des Juifs ont voté pour lui. Des personnes de tous horizons ont voté pour lui. Cela montre simplement à quel point les êtres humains peuvent être décents et combien les crimes d'un régime ou d'un État doivent être considérés séparément. Je veux dire, beaucoup de ces gens qui soutiennent les actions agressives américaines à l'étranger sont victimes de propagande. Mais en tout cas, je pense que ce qui s'est passé à New York est un bon signe. Cela montre la décence générale des gens ordinaires. Je ne pense pas que cela signifie que les choses vont changer du jour au lendemain aux États-Unis. Mais ce n'est pas du tout un bon signe pour les oligarques, les sionistes ou pour Netanyahou. Oui. Merci beaucoup, professeur Marandi, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Le plaisir est pour moi, Nima. Toujours, toujours toi.